bonsoir. Le bilan macabre de la crise qui sévit depuis fin 2016 dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ne cesse de s'alourdir. Au moins une vingtaine de personnes ont été tuées en fin de semaine dernière à Menka, dans l'arrondissement de Santa, non loin de Bamenda. Les circonstances de ce que d'aucuns décrivent comme un carnage restent encore floues, mais démontrent à suffire que la situation reste explosive. Entre les sécessionnistes armés qui se radicalisent chaque jour un peu plus, une armée déterminée à leur barrer la route, il reste très peu de place pour le dialogue tant prôné par tous. Et pourtant, il faut bien en finir avec cette sale guerre. Comment donc? Nous poserons la question à notre invité. Merci, mesdames, messieurs, de rester fidèles à Canal 2 International. Merci de regarder la grande interview. Que ce décor inhabituel ne vous trompe pas, c'est bien la grande interview qui a changé de décor pour un problème technique. Nous reviendrons avec notre décor habituel dès la semaine prochaine. Kawala, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente du CPP. Cameroon People's Party. Très bien. Merci d'accepter notre invitation. C'est la deuxième fois que vous venez dans cette émission et c'est toujours un plaisir de vous recevoir. C'est pas tous les jours qu'on a des dames dans cette émission. Nous en sommes très honorés. Un plaisir d'être encore une fois à la grande interview et bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Alors, nous allons parler de la crise qui sévit depuis fin 2016 dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Alors, plusieurs personnes ont été tuées ces derniers jours à Menka, dans l'arrondissement de Santa. Alors, comment avez-vous accueilli ce drame? Alors, merci déjà de commencer l'émission avec ce sujet très très important. Et je vais vous demander, je vais faire une petite dérogation aux règles pour dire un mot au Camerounais. C'est très très important. Parce que vendredi 25 mai 2016, nous avons vu des images effroyables. Nous étions apeurés, scandalisés. Nous attendions des explications. Mais ce n'était pas tout. Cette même semaine, des gendarmes, des policiers, des officiers sont tombés eux aussi. D'autres civils sont tombés à Bali, à Bangui, à Batibo. Officiellement, on ne parle pas de la mort des hommes et des femmes en tenue. Officiellement, on ne compte pas les civils qui sont morts. Nous sommes devenus une nation qui baigne dans le sang de ses enfants, sans avoir la décence de citer leur nom, de reconnaître leur passage sur cette terre. Et la question qui est devant nous, Camerounais, aujourd'hui, est: qui sommes-nous? Qu'est-ce qui nous unit en tant que nation? J'ose croire que nous sommes encore une nation qui a pour la vie l'ultime valeur. J'ose croire que nous sommes une nation qui sait que la paix est construite sur la fondation de l'équité et de la justice. J'ose croire que nous sommes une nation pour qui le bien-être de chaque citoyen reste l'objectif principal. Si ceci est qui nous sommes, si ceci est qui nous souhaitons être, comment sommes-nous arrivés à laisser tuer nos enfants? Comment sommes-nous arrivés à nous lever tous les jours pour avoir des disputes sur le nombre de morts, sur les moyens par lesquels ils sont morts, sur si oui ou non ils méritaient de mourir? Comment sommes-nous arrivés à encourager des soldats à éliminer d'autres Camerounais, à demander à des séparatistes d'en finir avec des soldats? Qui n'a pas de frère ou de sœur
proche ou lointaine, dans l'armée? Qui n'a pas de frère ou de sœur, proche ou lointaine, qui est anglophone? Quand nous aurions fini de tuer tout le monde, avec qui allons-nous bâtir cette unité nationale? Une fois la guerre finie, qu'allons-nous faire de ces jeunes hommes et femmes que nous avons appris à tuer? Serez-vous prêts à ce que le militaire qui a brûlé des maisons, parfois avec des personnes dedans, soit votre voisin, Oui. épouse votre fille? Oui. Serez-vous prêts à ce que les séparatistes qui a égorgé un militaire soit votre collègue au bureau, soit le père de vos petits-enfants? Alors, si vous le voulez... Quel que soit le chemin que nous avons pris pour arriver là où nous sommes, quelles que soient les raisons qui nous ont amenés à cet endroit, il est l'heure de dire stop. Bien. Alors, il est l'heure d'arrêter. Oui. D'arrêter les tueries. Oui. Je vous prie de me laisser terminer. Je vous ai invité à un entretien. Je vous ai invité à un entretien, Kawala. Je suis absolument d'accord. Je vais vous répondre à toutes votre questions. Oui. C'est un petit message. Il commence à être un peu long. Si vous voulez bien conclure. Voilà. Oui. C'est un entretien. D'arrêter. Il est l'heure de dire stop. Il est l'heure d'arrêter. D'arrêter les tueries. D'arrêter de compter les morts, d'arrêter d'expliquer l'inexplicable. Comment, vous me demandez? En nous rappelant que nous n'avons donné la permission à personne pour tuer en notre nom. Parce que nous n'avons donné cette permission à qui que ce soit, nous sommes tout à fait dans notre droit pour exiger que ça cesse. Très bien. Alors, je pense qu'on peut enfin avoir notre entretien, votre speech. Alors, comment avez-vous accueilli effectivement, c'était la question que je vous ai posée, ce drame qui a eu lieu à Menka, où on parle d'au moins 20 personnes qui ont été tuées. Le bilan, pour l'instant, on n'est pas tout à fait d'accord sur les chiffres, mais une chose est sûre, il y a eu quand même des morts. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle, Kawala? Je crois que je viens de vous le dire. Oui. Je l'ai accueilli avec un choc profond. J'étais ébranlée. Ébranlée parce que qu'on puisse tuer 27 Camerounais à la fois, quelles que soient les raisons. J'ai écouté un peu hier le ministre de la Communication et le colonel Badjek. Le porte-parole de l'armée. Voilà. Ça ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas. Soit, je dis encore, la question qui est devant nous, c'est qui sommes-nous? Soit, nous sommes un pays, un état de droit. Un pays où, si un Camerounais a commis un acte, quel que soit l'acte, le meurtre, un meurtrier a droit à la justice. Un voleur, très certainement. Ce qu'on appelle terroriste aussi. On ne peut pas se permettre de faire des exécutions extrajudiciaires. Alors, et c'est à ça que ressemble cette situation, malgré les explications qu'on nous donne, la manière dont on le ficelle. Oui. Alors, est-ce que vous avez écouté le témoignage du FON de Menka, le FON Asobo Payos, qui explique qu'il s'agissait de bandits qui avaient attaqué des populations et pris en otage quelques personnes, et donc ces personnes ont été libérées par l'armée. Est-ce que cette version du FON de Menka ne vous semble pas convaincante? Mais qui a été libéré? Personne n'a été libéré. Tout le monde qui était dans cette maison a été tué. Alors, ce que le FON dit, c'est que c'était des bandits. Oui. Si c'était des bandits,
Alors, d'abord, il semble avoir plusieurs versions. Le front dit que c'était les bandits, l'armée dit que c'était des terroristes. On ne sait pas très bien ce qui étaient ces personnes. Mais, disons, c'était des personnes qui ne respectaient pas la loi, qui commettaient des actes. Mais on ne peut pas être un pays où quelqu'un a commis un crime et un militaire l'exécute. On ne peut pas permettre ça. On ne peut pas être un pays où il y a des exactions sur la population. Aujourd'hui, je peux vous dire, tout le nord-ouest, le sud-ouest est en émoi face à cette situation. Et tout le Cameroun devrait l'être. Oui. Parce que si on permet l'exécution extrajudiciaire de 27 personnes, demain, ça sera 100. Après-demain, ça sera 200. Donc, l'armée dit avoir agi en état de légitime défense face à des gens qui étaient armés. Malheureusement, parce que cette situation, je dois parce qu'on parle d'échange de tirs entre l'armée camerounaise et les assaillants. Je dois vous dire que Pinine s'avère être mon village. Il y a 20 personnes qui ont couru pour entrer dans notre concession quand cette situation s'est passée. Oui. Ces 20 personnes, pendant 2 jours, avaient encore peur de rentrer chez eux. Donc, si l'armée entre et élimine des bandits qui sont proches de nous, nous sentons tout de suite en sécurité, non? Nous sentons à l'aise pour repartir chez nous, etc. Ça n'a pas été le cas de cette population. La population a du mal à comprendre ce qui s'est passé. Mais, Monsieur Tani, ce que je voudrais dire, c'est que nous avons le choix. Soit à chacun de ces incidents, on se perd dans les explications, c'est les tels qui ont tiré en premier et puis l'armée a tiré en deuxième, etc. Ce que nous disons aujourd'hui en tant que Camerounais, c'est que nous voulons que les violences s'arrêtent. Oui. Alors, nous voulons qu'on arrête d'enterrer les Camerounais tous les jours. Et vous allez trouver le temps, je suis certain que vous allez le trouver, parce que la deuxième partie de mon message s'adresse de manière spécifique à la partie anglophone et notamment à ceux qui ont pris les armes. Il est important qu'eux aussi reçoivent ce message. Alors, quelles que soient les circonstances de ce drame, une chose est certaine malheureusement, c'est que des Camerounais sont morts, des êtres humains sont morts, on le regrette. C'est clairement une escalade dans la crise qui sévit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Est-ce que vous comprenez qu'on en soit encore là 2 années après, pratiquement 2 ans après le début de cette crise? C'est complètement incompréhensible et c'est complètement inacceptable. Et aujourd'hui... Pourquoi on en est encore là? C'est inacceptable, on est d'accord. Oui. Pourquoi on en est encore là? On en est encore là parce qu'on a un gouvernement qui a choisi de gérer une situation politique, une revendication politique, une revendication des citoyens vis-à-vis de leur État et une revendication politique. Ils ont choisi de gérer ça avec la répression. Il est important de rappeler quelques dates clés de cette crise. Oui. Nous voyons les avocats et les enseignants sortir. Les avocats sortent pour leur marche au mois de novembre 2016. Ils sont pacifiques. Personne n'est armé. Malgré ça, ils sont brutalisés par les forces de l'ordre. Nous voyons ensuite les étudiants de l'université de Buea sortir pour une revendication légitime. Ils ne sont pas armés. Personne n'a pris des armes, mais ils sont brutalisés par les forces de l'ordre. Nous voyons ensuite en janvier ceux qui sont à la tête de ce mouvement, le consortium, avec qui le gouvernement était en train de discuter. Oui.
avec qui il y avait dialogue, ce fameux dialogue que nous prenons aujourd'hui. Quelques heures, 48 heures, 72 heures après les derniers échanges avec le gouvernement, ces personnes sont arrêtées. Ils sont non violents. Ils ne sont pas armés. Ils ne prônent pas la violence. D'ailleurs, ils dénoncent, parce qu'il y a des épisodes, il y a des petits déraillements, ils dénoncent les épisodes de violence qu'il y a dans leur mouvement. On met ces personnes en prison, on leur prive de la parole et on ouvre le boulevard à ce qu'on sait qu'ils existent. Nous tous, ce n'est pas aujourd'hui que les sécessionnistes existent dans ce pays. Ces personnes-là existent depuis fort longtemps. Et en sortant du champ des leaders qui sont non violents, qui prônent le dialogue avec le gouvernement, on ouvre un boulevard pour les sécessionnistes. Et on ajoute à cela la coupure de l'Internet. Du 17 janvier jusqu'au 21 avril, je crois que c'est le 21 ou le 27 avril. Donc, pendant près de 100 jours, on prive cette population de tous les services qui vont avec l'Internet. Ça veut dire quoi? Que la maman qui reçoit un peu d'argent de son fils qui est à l'étranger ne peut plus recevoir cet argent-là. Ça veut dire que les business, les petites entreprises qui travaillent là-bas et qui dépendent de l'Internet ne peuvent plus faire leur business. Et ça veut dire que la population qui n'était pas impliquée, on a vu les marches, on a vu les protestations, ce n'était pas l'ensemble de la population qui était impliquée, oui. C'était des cohorts bien spécifiques. Mais là, avec la coupure d'Internet, on fait de tout le monde un activiste. Oui. Parce que quand vous me privez de mes services de base, je me lève, je me dis, mais c'est pas possible, vous me privez de mes droits élémentaires. Sauf qu'à l'époque, Internet était utilisé pour de la manipulation, il y avait des images violentes qui étaient distribuées là. Le gouvernement expliquait vouloir apaiser la situation en coupant Internet momentanément. Ils ont coupé. Internet a été rétabli. Ils ont coupé pendant près de 100 jours. C'est une des plus longues. Il n'y a que la Chine qui a coupé l'Internet plus longtemps que ça. C'est une des plus longues coupures de l'histoire du monde. Et la question, vous coupez l'Internet après une semaine, est-ce que ça marche? On n'évalue pas? On ne regarde pas si c'est en train de marcher? Non. On a coupé l'Internet, les villes mortes se sont aggravées. Les grèves se sont aggravées. Parce qu'en fait, maintenant, on a fait de tous les citoyens des personnes qui avaient quelque chose à revendiquer. Et maintenant, là où la crise, parce qu'aujourd'hui, les gens oublient qu'on est parti de novembre 2016 jusqu'en octobre, près d'un an, jusqu'en octobre 2017, il n'y avait pas de groupe armé. Personne n'avait pris des armes. Alors, qu'est-ce qui a poussé à prendre les armes? Alors, sur le terrain aujourd'hui, Kawala, la situation humanitaire, elle est quand même terrible. Il y a de nombreux déplacés, des réfugiés qui ont trouvé asile au Nigeria. Alors, au-delà de la dénonciation que vous faites si bien, qu'est-ce que vous faites concrètement pour essayer, en tant que leader politique, d'apporter du réconfort à ces populations-là? Est-ce que vous vous contentez simplement de dénoncer? Alors, cette question me perturbe toujours parce que souvent les Camerounais demandent à leur leader qu'est-ce que vous faites concrètement? Oui, en dehors de dénoncer. Non, on a un État à qui nous payons des impôts. C'est à l'État de faire son travail. Personne, aucun Camerounais, vous, Monsieur Tanier, vous ne m'avez pas donné 5 francs.
pour aller reconforter vos compatriotes qui sont dans le nord-ouest et le sud-ouest. Donc, on fait quelque chose, je vais répondre à la question, mais je dis, cette question-là qu'on pose toujours aux leaders n'a pas de sens. Oui. On paye des impôts à un État, c'est à l'État de rendre des services aux citoyens. Et quand il ne le fait pas, c'est aux citoyens d'aller revendiquer. Et pas de dire X ou Y, qu'est-ce que vous avez fait. Okay, donc maintenant, oui. Ce que je peux dire, c'est que oui. qu'est-ce que nous, on a constaté qu'il y avait, le mouvement Stand Up for Cameroon notamment, on a constaté qu'il y avait un clivage qui commençait à s'installer dans la société. On regardait les communications où les francophones disent ces anglophones-là, on ne comprend pas ce qu'ils veulent, etc. Et vont même plus loin. Il faut les éliminer, il faut les tuer, etc. On voit les anglophones qui disent mais c'est pas possible. On nous brutalise, on nous réprime. Il n'y a pas un seul francophone venir à notre aide. Il n'y a pas un seul francophone. Donc nous avons décidé qu'il était important que les citoyens ordinaires se rencontrent. Alors, au sein de notre mouvement Stand Up for Cameroon, que vous connaissez, oui. Il y a eu une initiative Mothers of the Nation. Mothers of the Nation, c'est des femmes de toutes les régions du Cameroun qui ont pris à corps ce problème et qui ont décidé, de s'écouter. Elles ont fait plusieurs rencontres où les femmes du nord-ouest et du sud-ouest discutaient avec les femmes du centre, du littoral, de l'ouest, etc., pour expliquer leurs problèmes et pour se comprendre, pour voir exactement ce qui n'allait pas. Et les Mothers of the Nation, je crois que vous le savez, le 9 mars, ont fait une marche ici à Yaoundé pour demander à rencontrer le chef de l'État, pour lui dire stop à la violence. Un civil qui meurt, c'est notre enfant, mère de la nation. Un gendarme qui meurt, c'est notre enfant, mère de la nation. Nous avons besoin que ça cesse. Après ça, très récemment, il y a trois semaines, les mères de la nation sont allées sur Bamenda. On est allé jusqu'à Batibo, au cœur du conflit. Oui. On est allé dans le village de Ewo, qui est un des villages qui accueille les personnes déplacées, un village de moins de 300 personnes qui accueille aujourd'hui 795 personnes, sans aide de l'État, sans savoir très bien comment ils vont s'en sortir sur le plan de la nourriture, etc., chaque jour. Et bien sûr, nous leur avons apporté un petit appui, mais nous avons surtout été reconfortés dans notre nationalité camerounaise. Oui. Nous avons surtout été reconfortés que les Camerounais peuvent venir en aide à d'autres Camerounais en détresse, peuvent accueillir même quand eux-mêmes n'ont pratiquement rien. Ce village, pour nous, nous a permis de voir qu'il y a une âme. Notre âme n'est pas morte avec toutes ces tueries qui sont en train de se passer. On a une âme. Il y a des personnes, on a rencontré une veuve. Elle est veuve, elle est aveugle elle-même. Elle héberge chez elle 44 personnes à Bamenda, qui sont des personnes déplacées de Batibo. Donc, nous avons vu que la population est en train de faire de son mieux. Oui, mais nous avons aussi vu des personnes complètement démunies. Alors, économiquement, vous qui avez été sur le terrain, quelle est la situation d'un point de vue économique? Alors, je vais compléter avec ces déplacés. Vous pouvez imaginer, les déplacés, chaque groupe de déplacés que nous avons vu, nous ont dit on va avoir faim dans quelques mois. Nous ne sommes pas en train de cultiver, nous sommes des agriculteurs, nous avons abandonné nos champs. Comment est-ce qu'on va manger dans quelques mois? Donc, il y a déjà un gros problème en ce qui concerne
l'agriculture, qui est l'activité fondamentale économique Oui. de cette zone, qui commence à se poser et qui va se poser avec acuité dans quelques mois. Deuxième chose, c'est que le commerce, l'économie est complètement à terre dans ces zones. Nous avons eu un commerçant qui nous dit « Je partais au Nigeria une fois par mois. Pour chaque voyage, mes bénéfices étaient l'ordre de 400-500 000 francs CFA. Oui. C'est avec ça que je nourris mes enfants. C'est avec ça que je paye mon loyer, que j'envoie mes enfants à l'école, etc. » Ce monsieur nous a dit, l'année dernière, je suis allée au Nigeria 2 fois. Je n'en peux plus. Il ne peut pas payer son loyer. Il n'arrive pas à joindre les 2 bouts pour nourrir ses enfants. Et malheureusement, toute cette situation-là est en train de favoriser le recrutement par les séparatistes. Parce que les séparatistes sont en train de payer un petit salaire. Et donc, une économie à terre, des jeunes, parce que ça, on n'en a pas parlé, 90% des enfants dans le nord-ouest et le sud-ouest ne vont pas à l'école. 90%. Nous avons rencontré des propriétaires d'écoles privées, nous avons rencontré l'archevêque de Bamenda, l'église catholique a une bonne majorité des écoles dans ces zones-là. Les propriétaires privés, les écoles sont fermées, carrément fermées depuis 2017. L'archevêque nous a dit, nos portes sont ouvertes. L'église catholique a gardé les écoles ouvertes, mais il n'y a personne dans ces écoles. Et quand nous avons demandé aux parents, pourquoi vous n'envoyez pas les enfants à l'école? Les parents veulent bien envoyer les enfants à l'école, mais la situation sécuritaire actuelle ne permet pas de prendre ce risque. Oui. Un père nous a dit, je ne prends pas mon enfant pour en faire un bouclier. Oui. Alors, comment aujourd'hui, en quelques mots, Kawala, on peut sortir de cette crise? Comment sort-on de cette crise? Alors, pour sortir de cette crise, je voudrais dire 2 choses. Une, pour l'ensemble des Camerounais, qui est que aujourd'hui, nous ne devons plus compter sur qui que ce soit. Nous devons arrêter de demander. On a commandé le dialogue. Quelqu'un nous a dit qu'il commandait la paix, mais en fait, c'est nous qui commandons le dialogue depuis 2 ans et le dialogue ne vient pas. On a préféré les militaires, on a préféré l'escalade de la violence, on a préféré la répression de la population. Aujourd'hui, nous disons, les Camerounais doivent se lever pour dire stop. On ne veut plus de tuerie. On ne veut plus que le sang coule. Et on va ouvrir nous-mêmes les voies de dialogue. Alors, ce que les mères de la nation ont fait, 35 femmes francophones qui vont en zone anglophone et qui commencent à discuter avec les autres femmes, c'est l'ouverture du dialogue. Aujourd'hui, les partis politiques, les églises, la société civile, nous sommes en discussion. Dans quelques semaines, nous allons pouvoir poser des actes pour imposer le dialogue. Okay. Et la seule chose que nous demandons aux Camerounais, c'est d'agir, de ne pas rester les bras croisés. On en reparlera le moment venu. Alors, aujourd'hui, tout le monde voudrait que cette situation de crise s'arrête. Vous vous êtes exprimé contre les autorités ou alors vous avez interpellé les autorités. Il ne vous a pas échappé quand même qu'on a affaire à des militants sécessionnistes qui sont armés. Que dites-vous à ces sécessionnistes armés qui semblent très déterminés aujourd'hui, Kawala? Parce que rien de grand ne peut se faire tant que ces gens-là restent armés. On est bien d'accord. Absolument. Alors cette fois-ci, je vais terminer
and I will speak in English so that the people concerned Je vous prie d'être court. Il s'agit d'une émission d'entretien, si vous voulez bien. Je suis un peu embarrassé quand même. Yes, oui. But it is important. I speak to you as your daughter, as your sister, as your mother, as your leader. First, I want to acknowledge the pain, the agony, the bitterness in our hearts. There has been too much blood, too much pain inflicted, too much destruction wreaked on these regions. Our hearts are heavy. In November 2016, we were all proud to see an issue we have known all our lives come to the national stage. Unfortunately, things have not gone as planned. The brutality and repression from government during non-violent protests, the arrest of non-violent activists, and finally, the cutting off of the internet drastically changed the movement. On September 22nd and October 1st, the shooting of unarmed protesters became unbearable. A movement that had started out as non-violent became violent. Combatants took up arms in what they labeled as self-defense. We began to get reports of gendarmes, soldiers, and police being killed, often in horrific ways. The retaliation was horrendous. Villages were burnt. Killing became rampant and indiscriminate. The brutality of the armed forces was unbearable. We entered a cycle of violence. Who is paying the price of this violence? The population for whose rights we say we fight. It is the Anglophone population that is sleeping in the bush, 160,000 displaced. It is the Anglophone population that has fled to Nigeria, 50,000 displaced. It is the Anglophone population that has lost its children, 100, 200, 300. We don't even know the number. It is the Anglophone economy which has ground to a halt. Our people are no longer able to pay their rent, hire a transport, put food on the table for them and their children. What I am going to say next is going to anger some of you, but it must be said. We must continue this fight. The fight for Anglophone rights, the fight for identity, the fight to be first-class citizens in our nation. We must continue this fight. We must do so without violence. It is time to put down the weapons. Thank you very much. It is time, please allow me. C'est bon, madame. Je suis désolé. I will answer your questions. Yes, but we have no much time. I know we don't have time, but we are talking about the nation. 30 seconds to conclude. Yes, thank you. Thank you. Because what I am saying c'est très important, on est bien d'accord, mais c'est une émission d'entretien et je ne permettrai pas que vous en fassiez un monologue, madame. Juste pour conclure, okay. S'il vous plaît, en 30 secondes. So, I am saying to you, it is time to put down the weapons. And I know all the arguments you are going to give me. We have not come this far to give up. I am not asking you to give up. You will tell me that Terence Penn, Conrad Chi, and Mancho BBC are still in jail
with many others, and we cannot abandon them. Yes. I am Merci. saying to you, we have accompanied them. I have accompanied them with you for 2 years. We will not abandon them. We will continue to fight until they are free. But we must fight as did Martin Luther King. We must fight as did Mahatma Gandhi. Without violence. We must fight Yes. as the Burkinabe and the Gambians have done, without violence. Put down the weapons, vous l'avez dit, madame. This is what Yes. we are requesting of you, because Merci our beaucoup. population is the one paying the price for Thank you very the much. violence. Thank you very much. On va, voilà, put down the weapons. On retient le message. Vous demandez aux sécessionnistes de déposer les armes. Et au reste des Camerounais Oui. de nous rejoindre dans le combat non violent. violent. Parce que le message, il est passé. Si le reste du Cameroun ne se lève pas, Oui. on n'aura pas raison. Je vous propose Si le reste du Cameroun de prendre n'est pas une ensemble, pause. on n'aura pas Le message, raison. il est passé, madame, juste pour rappeler qu'il s'agit bien de la grande interview. C'est une émission d'entretien. Je sais où je suis. Voilà. Mesdames, Messieurs, je vous propose de prendre une petite pause, le temps de regarder cet élément qui a été tourné à Douala il y a quelque temps lorsque nous recevions le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala. C'est la meilleure transition qui soit pour parler du second sujet après ce sujet un peu lourd et difficile sur la crise qui sévit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Enfin, le Mpodol a été honoré. Et le père lui-même. Le père lui-même. Ah, non, c'est propre, là c'est propre. Le père non, c'est propre. Non, ça mérite des applaudissements. Ça mérite vraiment. Ça. Et tu te rends compte de ce qu'il disait. Nous sommes contre les colonialistes et leurs hommes de main, qu'ils soient blancs, noirs ou jaunes. Et nous sommes les alliés de tous les partisans des droits des peuples et nations à disposer d'eux-mêmes, sans considération de couleur. Il n'était pas un raciste, c'était un homme de paix. C'est l'homme qu'il nous faut pour résoudre la crise anglophone. C'est l'homme qu'il nous faut, le monument de la paix, Ruben Oumyobé, parce que si tous les enfants connaissent son histoire, ils sauront qu'il a lutté pour la réunification. La maquette est bien sûr disponible, réalisée par les moyens de la communauté urbaine de Douala. À sa main gauche, il tient des lances pour préparer les fils du Cameroun à défendre la terre. Et à sa main droite, il tient l'arbre de la paix. Et pour ceux qui connaissent très bien la paix, qui est importante pour notre terre aujourd'hui, du côté de la partie anglophone, nous avons intérêt à amener ce monument à être célébré jusqu'au bas fond de Manfé. C'est que sa maison, c'est ici en bas, non? N'est-ce pas? Oui, juste au niveau de là où il y a le monument de Samuel Eto'o. Oui, disons que ce n'est pas moi qui décide. Peut-être je valide. Mais sachez qu'il y a une commission, une grande commission élargie, mixte, de dénomination des places et des routes, ainsi que les monuments. Il y a une procédure donc qui passe aussi par le conseil de la communauté urbaine de Douala. Il a été donc arrêté que dans le cadre de la valorisation des Camerounais qui ont marqué l'histoire du Cameroun d'une manière générale et l'histoire de la ville de Douala, il peut y avoir donc des symboles
qui le font pour que, au fait, ceux qui viendront après nous, nos enfants et autres, sachent ce qui s'est passé. Il est passé ici un jour de sa vie. Il a traversé certainement cette avenue. Et c'est pour ça qu'il faut être fier, s'en réjouir, commémorer, le célébrer. Ruben Oumniobé n'est pas mort. Ruben Oumniobé est bien vivant. Il est là. Après beaucoup de batailles entre les pro-Oumniobé et autres, je n'entre pas dans les détails, mais vous savez que tous ceux qui insistaient voulaient qu'on enlève peut-être les monuments des soldats inconnus à la part du gouvernement pour mettre Oumniobé et autres. La commission a pensé que c'est plus facile que la place du monument Oumniobé soit sur cette rue-là. Ce n'est pas la fin de la bagarre avec Fritz Antonin. Notre peuple mérite mieux. Des grandes places publiques, des grands aéroports, des grands hôpitaux peuvent porter des noms Félix Moumié. On peut débaptiser l'hôpital Lakintini et mettre Félix Moumié, qui a travaillé là-bas, qui s'appelait à l'époque, en 1930, hôpital indigène de Douala. On n'a rien à voir avec Lakintini. C'était un bourreau. Vas-y, vas-y. Là, tu tchouk. Oh! Demain, il y a certaines figures, Rodolphe Douala Mangabel. On doit aussi se remémorer. Il y aura Mbappé-Lépé, vous avez vu, on a mis le monument de Mbappé-Lépé au stade Mbappé-Lépé. Ibralotine a déjà un site au niveau du rond-point 4e. Il y a des premiers commerçants de la ville de Douala, les Kondobélé, qui a déjà une place, Kondobélé, au carrefour de Bessengue, ainsi de suite. Retour dans ce studio avec ce décor inhabituel, mais ne vous êtes pas trompé, c'est bien la grande interview avec notre invitée Kawala, présidente du CPP. Alors vous avez regardé, madame, les images de la destruction du monument, du chantier qui devait permettre la construction d'un monument à Ruben Oumniobé. Comment avez-vous réagi à cet acte qui a été posé par les chefs du canton Bel? Alors, je vais dire de manière très respectueuse. Je suis quelqu'un qui vit à Douala depuis 28 ans et je vis dans le canton Bel. Donc, c'est mon chef. Oui. Je vais dire de manière très, très respectueuse au canton Bel, Votre Altesse, mes mamans, mes papas, vous avez tort. Vous avez tort, vous posez un problème qui est réel, le problème de la commémoration, le problème de notre histoire, le problème de comment est-ce que notre urbanité, notre ville urbaine intègre qui nous sommes, de comment est-ce qu'on fait l'alliance entre une culture coloniale qui nous a été légué, oui, et les Africains que nous sommes. Donc le problème est réel, mais il est mal posé.
Et quand je parle de mal posé, c'est qu'il y a eu, à mon avis, une maladresse. Quand les propos qui ont justifié cet acte étaient de dire que c'est parce qu'il fallait une statue d'un Bellois. Il demande qu'il fallait d'abord, avant d'honorer Oumniobé, il fallait commencer par Douala Mangabel, Ngosodine et tout ça. Oui. Et c'est là où je pense que vraiment, ils ont tort. Oui. Douala Mangabel doit être commémoré. Ngosodine doit être commémoré. Est-ce que l'argument de l'antériorité, vous allez continuer, Kawala, excusez-moi, est-ce que l'argument de l'antériorité posé par les chefs du canton Bel vous semble tenir? C'est vrai que Douala Mangabel, c'est août 1914. 1914, oui. Il a été pendu à Douala en 1914, en août 1914, 8 août. Et Ruben Oumniobé, c'est 13 septembre 1958. Donc ils estiment que en vertu du principe de l'antériorité, on aurait dû commencer par faire un monument en hommage à Douala Mangabel avant de penser à celui de Ruben Oumniobé, même si, en même temps, ils veulent confiner ce leader national et nationaliste qu'était Oumniobé à sa région d'origine, c'est-à-dire il faut aller faire sa statue en pays Bassa et pas ici chez nous. Voilà, et donc c'est là où, c'est dans ce dernier élément où je dis ils ont tort. Parce que s'il y a une figure autour de laquelle il y a unanimité au Cameroun, c'est Ruben Oumniobé. C'est-à-dire, je n'ai pas encore rencontré un Camerounais qui ne le considère pas comme l'architecte de notre indépendance, comme le leader de ce premier parti politique qui était l'UPC. Maintenant, quand le problème est posé en termes d'antériorité, là aussi le problème est mal posé. En fait, au niveau du CPP, au niveau du Stand Up for Cameroun, qu'est-ce que nous disons? Pourquoi nous prenons une transition politique? Parce que Rudolf Douala Mangabel, vous arrivez à Douala et il faut chercher pour le trouver. Pourtant, il est une des figures de cette ville que vous devrez, c'est la personne qui rend visite en voyant lycée Rudolf Douala Mangabel, rue de Rudolf Douala Mangabel, statue, qui devrait poser la question, mais qui est ce Mangabel? Mais la question ne se pose pas en des figures individuelles. Elle se pose dans l'approche déjà, avant d'arriver à la communauté urbaine de Douala, l'approche de notre gouvernement dans son ensemble en ce qui concerne la commémoration de notre histoire, l'intégration de notre histoire dans notre culture au quotidien, dans notre vécu quotidien. Il n'y a pas de politique. Donc, il n'y a pas une politique qui dit que c'est par antériorité. Il n'y a pas une politique qui dit que c'est par l'importance de la figure. Il n'y a pas une politique qui dit qu'on commence à l'indépendance et puis après on va revenir. Parce que, avec cette logique-là, Locke Priso, 1884, donc on doit d'abord attendre. Mais je veux dire, je pense que le problème de l'antériorité ne tient pas. Le problème de l'antériorité ne tient pas. Le discours qui confine nos héros, y compris Rudolf Douala Mangabel, à des ghettos ethniques. C'est exactement le terme, à des ghettos ethniques, n'a pas lieu. Moi, j'ai commencé ma campagne en 2011. J'ai lancé ma campagne en 2011 à la tombe de Rudolf Douala Mangabel. Je ne suis pas Douala. Je le considère comme mon ancêtre. Est-ce qu'au-delà... Donc, je vais dire, il faut qu'on ait une vision, mais c'est à la fois les Camerounais, parce qu'il y a une distraction en ce moment avec cet événement, et encore une fois, c'est là où nous disons stop aux violences. Parce que ce qu'on voit dans les réseaux sociaux actuellement, c'est des guerres entre
ceux qui défendent les chefs douala, qui ont tendance à être des douala, et tout ce qui les vilipendent. Mais attention, là n'est pas la question. Oui. Alors, est-ce qu'au-delà de l'acte qui a été posé par les chefs du canton Bel, ce n'est pas le Cameroun qui a un problème avec la reconnaissance de ces héros nationaux? Parce que quand on va dans certains pays africains, on voit très bien comment les héros de l'histoire sont respectés. Moi, j'ai été au Ghana, il y a le mausolée de Jomo Kenyatta qui est magnifique, qui attire des touristes. En Afrique du Sud, à Johannesburg, il y a l'aéroport Oliver Tambo. Au Nigeria, l'aéroport Murtala Mohamed et tout ça. Un peu partout dans certains pays africains, on honore les héros nationaux. Mobutu a quand même honoré Lumumba, dont il avait contribué quand même à l'assassinat. Mais au Cameroun, qu'est-ce qui fait problème? Pourquoi la mémoire des anciens pose tant de problèmes au Cameroun? Elle pose problème parce que si on enseigne cette histoire, si on rétablit cette histoire, le gouvernement actuel, le régime actuel est illégitime. Voilà pourquoi elle pose problème. C'est-à-dire que les nationalistes, les personnes qui ont combattu pour l'indépendance du Cameroun et qui définissaient cette indépendance comme étant politique, économique et culturelle, ont été décapités, littéralement. Et ils ont été décapités par les Français en collaboration avec le régime Ahidjo, qui est le père du régime Biya. Donc, si vous enseignez cette histoire, immédiatement, le régime actuel doit reconnaître son illégitimité. Et voilà pourquoi elle a un problème. Et je soupçonne. Il y a quand même une loi. Je soupçonne. Oui, allez-y. Il y a un cafouillage. Il y a un cafouillage qui a été fait en 2014. Quand on célébrait le cinquantenaire. Oui, mais avant ça, il y a une loi de 1991 qui donne un statut de héros nationaux à Oumiobe, Ernest Wandier, Ahidjo également, et tout. Donc, on ne peut pas dire, comme vous le pensez, que le régime actuel est véritablement un problème. Il y a déjà, c'est intéressant. C'est-à-dire, ça nous demanderait de nous asseoir. De lire un livre comme celui que vous avez là sur votre Cameroun, un livre comme Cameroun, et puis de prendre des décisions. Il y a une différence entre un héros national et une figure nationale. Le problème justement avec cette loi, c'est qu'elle met Ahidjo et Oumiobe dans le même panier. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas mettre le bourreau et le héros dans le même panier. Et ça nécessite. On revient à la transition politique que Stand Up for Cameroun demande. Parce que c'est ça que nous disons. Nous disons qu'il nous faut un moment pour redéfinir les fondations de la nation. Redéfinir les fondations de la nation veut dire écrire notre histoire, enseigner notre histoire, avoir le débat, parce que beaucoup de Camerounais ne connaissent pas. Et donc, on a besoin d'un débat national pour dire qui est héros national, qui est figure de l'histoire nationale, mais n'a pas été un héros nécessairement. Et comment est-ce que nous décidons de reconnaître ces différentes catégories de personnes dans notre pays? On a fait une proposition en 2014 qui disait qu'il faut revoir, parce qu'il faut revoir le curriculum scolaire. Il faut un budget au niveau du ministère de la Culture. Comment est-ce que vous avez parlé des autres pays? Comment est-ce que les autres pays font? Pourquoi chaque année, aux États-Unis, vous avez un film sur Lincoln. En Afrique du Sud, vous avez un film, une pièce de théâtre, etc., sur Mandela, sur Tambo, etc. Mais parce qu'il y a une ligne budgétaire pour la création artistique
pour les livres, pour les films, pour les œuvres d'art, etc., qui permettent de commémorer ces personnes-là. Il est nécessaire que on décide qu'est-ce qu'on met au niveau national, qu'est-ce qu'on met au niveau d'une communauté urbaine. Et c'est là où je pense que le débat aurait pu avoir une place, de se demander, est-ce que Oumniobé, est-ce que la figure qu'est Oumniobé, la première, il a une statue qui a été faite par des privés, n'est-ce pas, qui est effectivement à Boumniobel, mais est-ce que une statue faite par l'État du Cameroun, est-ce que c'est au niveau de la communauté urbaine de Douala que ça devrait se faire? Voilà les vraies discussions que nous devons avoir. Pour être tout à fait complet, la décision de construire cette statue pour Oumniobé est une décision qui a été prise par le conseil de la communauté urbaine. Oui. Donc ce n'est pas une initiative du délégué tout seul, pour être tout à fait vrai sur cette affaire. En fait, c'est une initiative des Sama. Oui. Voilà. Oui. Il faut reconnaître, voilà. Il faut reconnaître, c'est une initiative. Hommage à l'activiste Essama qui a payé même de sa liberté pour pour pouvoir avoir cette statue. Mais ce que je dis, c'est que ce débat sur notre histoire, sur notre héros, sur nos héros et nos héroïnes, parce que quand vous construisez les statues, il ne faut pas oublier les femmes qui faisaient partie du combat. Alors, ce débat-là n'est pas un débat de la communauté humaine de Douala. C'est un débat national. C'est un débat national. Oui. Et il devait avoir une stratégie nationale, ce qui n'exclut pas que la ville de Douala choisisse aussi d'honorer Oumniobé. Oui. Mais là, actuellement, je demande encore aux Camerounais, stop avec les débats dans les réseaux sociaux qui prennent les dérives. Quand on voit la haine avec laquelle les chefs du canton Bel ont saccagé le chantier de la statue de Ruben Oumniobé, on se demande comment est-ce qu'ils ont pu, ou alors comment est-ce qu'ils côtoient depuis des lustres des monuments à la gloire des colons comme Leclerc, des rues qui portent des noms bizarres comme Alfred Sacker, Fauche, La Quintigny, Larmina, Béraud. Comment est-ce qu'ils ont pu supporter ça et ne pas accepter la construction d'un monument en l'honneur de leurs propres frères camerounais? En tant que, encore une fois, pourquoi nous parlons de la nécessité de refonder le Cameroun? Parce que le colonialisme est un traumatisme. Et tout colonisé est malade à un certain niveau. Nous tous, hein, et ça se révèle de manière inattendue parfois. On voit là chez le canton Bel une révélation de manière inattendue. Ah, donc on doit, moi je dis, comprenons que c'est des choses qui arrivent, comprenons qu'ils ont eu tort de poser le problème de cette manière-là, mais utilisons l'opportunité pour se dire, nous devons entrer dans une transition politique, nous devons nous asseoir pour refonder le Cameroun, nous devons avoir le débat qu'il faut sur nos héros et héroïnes nationales. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On laisse passer comme ça ou alors on continue la construction de cette statue? Vous savez, pour moi, aujourd'hui, il est question de saisir l'opportunité pour, comme je dis, avoir le débat de fond. Il ne faut pas qu'on utilise cette statue, il ne faut pas qu'on utilise Oumniobé pour régler des petits comptes entre des individus. Parce que dans cette histoire, on voit, je vais dire, les Douala, de manière globale, et toutes les autres minorités numériques au Cameroun ont le droit de poser la question sur leur identité. Ont le droit de se demander qu'est-ce qu'on va devenir, quelle est la stratégie nationale pour conserver notre patrimoine, pour conserver notre histoire, etc., etc. C'est une question tout à fait légitime.
dans la République. Mais qu'on n'utilise pas Oumniobé comme un fouet entre les chefs, le délégué du gouvernement, etc. Non. Oui. Ça, il faut qu'on arrête et qu'on n'ait pas des contradictions où on a une communauté qui pose des questions sur son identité, parce que c'est ça la question fondamentale qu'elle pose, mais qui en même temps, le lendemain, signe une motion de soutien pour la candidature de Paul Biya, lequel Paul Biya nous a amené justement à la situation qu'ils vivent. Je rappelle que pendant qu'on saccageait le chantier de construction de la statue de Oumniobé, son fils et celui de Wandje demandaient au président Paul Biya de se représenter. Un commentaire? Vous n'êtes pas obligé de commenter. Hein, donc. Non, mais ça, ils sont des individus. Oui, ne confondons pas tout. Wandje n'est pas le fils de Wandje. Oumniobé n'est pas le fils d'Oumniobé. Il ne faut pas qu'on confonde... Non, ils se présentent comme étant leurs enfants. Non, ce sont leurs enfants, oui. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas eux. Nos héros, c'est Wandje, c'est Ernest Wandje, c'est Oumniobé. Et non leurs enfants. Il ne faut pas tout confondre. Alors, tous ces événements se sont quand même déroulés en pleine semaine de célébration de la fête de l'unité. On parle beaucoup de vivre ensemble ces temps-ci, mais qui ne semble rien dire. Alors, est-ce que le Cameroun a un problème avec le vivre ensemble aujourd'hui, au regard de tous ces événements des tueries dans le nord-ouest et le sud-ouest, avec des populations qui ne veulent plus être dans la République, comme ces populations elles-mêmes le disent, une partie du moins, des chefs qui renvoient Oumniobé à sa région d'origine et tout. Est-ce que le Cameroun a un problème avec le vivre ensemble aujourd'hui? Je crois que la réponse est évidente. Oui, on a un sérieux problème de vivre ensemble. Et si aujourd'hui, nous demandons aux Camerounais de se lever pour défendre ce vivre ensemble, même si on ne l'a pas encore défini, oui. Parce que ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est défendre ce vivre ensemble, c'est de dire nous sommes capables et nous décidons de vivre ensemble dans la paix, dans le respect de chacun, avec la justice pour chacun. Et nous allons faire le travail. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est le travail qui a manqué depuis 57 ans sur l'identité anglophone, sur l'identité des minorités, sur comment est-ce qu'on conserve notre patrimoine national et comment est-ce qu'on conserve le patrimoine des communautés spécifiques. C'est ce travail-là que nous n'avons pas fait depuis 57 ans. Et quand vous ne faites pas le travail, vous échouez. Donc aujourd'hui, ce qu'on a besoin de faire, c'est de décider qu'on va garder cette entité qui s'appelle Cameroun et pour convaincre les uns et les autres qui sont déjà en situation de tension, il faut qu'on ait une voie de travail, qu'on puisse dire voici comment on va discuter de ces problèmes, voici les étapes par lesquelles nous allons passer et c'est ce que nous, on appelle la transition politique. Alors, vous êtes très active dans les réseaux sociaux et lorsqu'on regarde les réseaux sociaux au Cameroun aujourd'hui, il y a une surenchère d'un tribalisme décomplexé. Les gens ne se cachent même plus. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète? Ou alors vous considérez que c'est marginal? Non, ça nous inquiète au point où il y a quelques semaines, le CIBIPI a sorti un communiqué Absolument. Spécifique sur cette montée de tribalisme. En fait, qu'est-ce qui se passe? Quand vous fermez les voies du développement constructif et du développement d'ensemble, quand vous fermez ces voies-là, parce qu'il n'y a pas de lieu où les Camerounais, dans leur quartier, peuvent aller discuter de comment est-ce qu'on va garder le quartier propre, comment est-ce qu'on va s'assurer qu'il y a l'éclairage, comment est-ce qu'on va s'assurer qu'il y a l'eau. Quand vous fermez les voies par lesquelles il peut y avoir une alternance politique saine, basée sur les idées, basée sur le mérite, quand vous fermez toutes ces voies-là,
vous renvoyez les gens à leurs identités primaires. Vous les envoyez à l'ethnie, vous les renvoyez à la religion, parce que les êtres humains, on a besoin d'appartenir. Oui. Et si nous n'avons pas construit l'appartenance objective, l'appartenance qui dit, moi, Madame Kawala, et vous, Monsieur Tani, nous allons vivre ensemble dans cette pièce, en respectant l'espace l'un de l'autre, en s'assurant que s'il y a de l'eau, chacun d'entre nous en a assez. Si nous n'avons pas créé ces espaces-là, et pourtant, je vois l'eau en train d'être distribuée, et pourtant, je vois la route en train d'être construite de votre côté, vous me renvoyez à quoi? Il faut que j'aille chercher mon groupe, le groupe auquel j'appartiens automatiquement. Donc, mon groupe ethnique, mon groupe religieux, pour dire, OK, nous aussi, il faut qu'on se batte pour avoir une route. Nous aussi, il faut qu'on se batte pour avoir de l'eau. Et voilà ce à quoi on a renvoyé les Camerounais, et voilà l'urgence de la transition politique au Cameroun aujourd'hui. D'aucuns craignent, disent-ils, une rwandadisation du Cameroun, d'autres parlent carrément de somalisation du Cameroun. Est-ce que c'est excessif au regard de la situation? Aujourd'hui, rien n'est excessif. Nous tous, en tant que Camerounais, nous devons arrêter de parler, arrêter d'en discuter et passer à l'action pour sauvegarder notre pays. Chaque jour qui passe, nous le voyons bien, nous sommes au stade où chaque jour qui passe nous met de plus en plus en danger. Vous et moi, Monsieur Tani, nous ne pouvions pas rêver. Je dis bien rêver. Quelqu'un nous aurait décrit le Cameroun que nous vivons aujourd'hui, que nous serions dans un Cameroun où on brûle des villages, on tue des personnes, on égorge des officiers, des gendarmes et des policiers. Il y a en 2015, quelqu'un nous aurait dit ça, on lui aurait dit, mais vous êtes fou. On lui aurait dit, mais vous êtes complètement fou. Pas plus qu'on aurait imaginé avoir des réfugiés au Nigeria. Voilà. Dernière question. Donc, l'urgence est à l'action. Dernière question pour sortir de cette partie de l'émission. Le CPP n'a pas défilé le 20 mai dernier. Vous n'avez participé à aucune activité, sauf erreur de ma part. Pourquoi? Le CPP a arrêté de participer à la mascarade du défilé du 20 mai depuis 2016. C'est quoi ce nihilisme? 2018, c'est la 3e année à laquelle nous ne participons pas. Regardez la discussion qu'on vient d'avoir. On n'a pas de discussion sur... ça fait partie quand même des traditions. Ça fait partie des traditions républicaines. Il faut bien comprendre. Oui. Les symboles sont bien ça. Voilà. Sont des symboles pour représenter le fond. Quand il n'y a pas de fond, vous ne faites pas le cinéma du symbole en dépensant des centaines et des centaines, des milliards pour faire la fête, or que vous n'avez pas pu dépenser 100 millions pour aller avoir une discussion dans le nord-ouest et le sud-ouest. Or que vous n'avez pas pu mettre 100 millions dans un budget d'un ministère de culture pour écrire des livres sur notre histoire, pour faire des bandes dessinées, pour que nos enfants puissent connaître leur histoire. Il faut que les Camerounais décident. Soit on va être un pays de mascarade. Donc, chaque fois qu'il y a la fête, on met nos beaux habits, on vient, on s'assoit là et on parle d'une unité nationale dont tout le monde est conscient qu'il est en danger, mais en danger extrême. Okay? Soit on va avoir l'exigence vis-à-vis de nous-mêmes pour dire, vous savez ce que veut dire l'unité nationale? L'unité nationale veut dire que on s'organise en tant que Camerounais et on va à l'extrême nord. Eux, c'est depuis 2014 qu'ils sont en crise. Combien d'entre nous ont mis pied là-bas pour comprendre ce qui se passe, pour être en unité avec eux?
on se dit l'unité nationale veut dire qu'on entend qu'à l'Est, il y a des Camerounais qui ont dû abandonner concessions, ranches, etc. parce qu'il y a des rebelles qui les attaquent, centrafricains, et qu'il faut qu'on sache ce qui se passe avec eux. Voilà ce que veut dire l'unité nationale. Donc, pour le CPP, ce jour-là, on était en célébration. On a été en célébration chaque année depuis 2016. On est en célébration, on réfléchit, on enseigne sur l'histoire, on discute de pourquoi il y a ces divergences et comment est-ce que nous pouvons construire l'unité nationale. Pour nous, c'est ce qui est fondamental. Merci, on en reste là. Nous nous retrouvons tout à l'heure. Coming up, la partie très politique de cette émission. Vous avez décidé de renoncer à vous présenter à la présidentielle d'octobre prochain. Pourquoi? Vous le saurez dans la dernière partie de cette émission, juste après cette petite transition de quelques secondes. Retour donc dans ce studio pour la dernière ligne droite de cette émission avec notre invitée Kawala, présidente du CPP. Et je rappelle que c'est la grande interview, que ce décor inhabituel ne vous trompe pas. Problème technique, nous reviendrons dès la semaine prochaine avec notre décor, vous nous en excuserez. Alors, Kawala, on l'a appris, avec quelques surprises quand même, vous n'irez pas à la présidentielle d'octobre prochain. Qu'est-ce qui a justifié cette décision? Je dois avouer que moi, j'ai été très surprise par votre surprise. Ah oui? Oui. le CPP, depuis... On n'attendait plus que votre candidature. Tout le monde a annoncé sa candidature. Depuis 2014, nous parlons de transition politique dans ce pays. Oui, vous en avez beaucoup parlé, c'est-à-dire. Oui. Ça veut dire que vous ne nous écoutez pas, en fait. Hein, parce que c'est ce que je constate. Parce que nous avons dit, aujourd'hui, là où est le Cameroun, et tout au long de cette émission, on en a parlé. Oui. Là où est le Cameroun aujourd'hui, on n'est pas à mesure d'organiser des élections transparentes, crédibles, qui permettent d'avoir une réelle alternance. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que nous sommes dans une situation où, sur au moins 6 régions, sur les 10 que nous avons, il y a des endroits où ça va être, sur le plan sécuritaire, très, très difficile de battre campagne et de mener les élections. Ben, laissez les autorités faire le travail de sécuriser l'organisation de ces élections. Non, mais monsieur Tanier, oui. Il faut qu'on arrête. Quelles autorités? Le ministre de l'administration territoriale a rassuré il y a quelque temps que... Il rassure quoi? Il rassure quoi? Qu'il y aura bel et bien des élections et que la sécurité sera garantie. Avec les 160 000 déplacés, eux vont voter comment? Les personnes que nous, on a rencontrées ont tout abandonné. Certains n'ont pas de carte d'identité. Ils n'ont aucune pièce sur eux. Certains nous ont dit, on a brûlé notre maison. On ne sait pas la situation de nos pièces. Ce que le CPP exige, et nous l'exigeons depuis 2014, c'est que, on travaille sur les règles. Pourquoi est-ce que les Camerounais veulent décider d'être les derniers des Africains? Les Ghanéens peuvent organiser de bonnes élections. Les Burkinabés peuvent organiser des bonnes élections. Les Gambiens, les Sud-Africains, tout le monde peut organiser des bonnes élections, sauf les Camerounais. Pourquoi? Ça, ce n'est pas notre vision du Cameroun. Est-ce que vous croyez quand même en la possibilité d'une alternance politique au Cameroun? Absolument. Alors, comment est-ce que l'alternance va se faire si des gens comme vous refusent d'aller aux élections? Elle va se faire comme elle s'est faite au Burkina Faso. C'est-à-dire comment? C'est-à-dire où les Camerounais décident qu'ils ne veulent plus d'une dictature, ils mettent la dictature tranquillement de côté. Alors ces mêmes Camerounais peuvent le faire en allant voter contre ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Monsieur Tanier, je vous donne le même défi que je donne à tous les journalistes depuis. Citez-moi un seul pays dans le monde où on a battu un dictateur aux élections et qu'il est parti.
C'est le défi que je vous donne. Indicateur, c'est un peu fort, non? Oui. C'est un peu fort? Ah, je crois. Vous croyez? Oui. Vous vivez dans quel Cameroun, vous? Non, mais... Je crois que vous avez fait l'expérience avec nous ici à Yaoundé. C'est vous, les médias, on vous appelle tout le temps pour dire on vient de nous arrêter dans notre siège. On tenait une réunion et on nous a arrêtés. Parce que dans les vraies dictatures que je connais, Kawala, on ne serait pas en train de faire cette émission. Vous parlez absolument librement quand même. Hein? Jusqu'à ce que quelqu'un estime que ça dérange. Oui. Et en ce moment-là, on vient, on arrête tout. On sait ça aussi, vous et moi. Donc, faut pas. Chaque dictature a son style. Oui. Et le style de M. Biya, c'est de nous laisser parler, là, le chien aboie, la caravane passe. Est-ce qu'en réalité, votre discours ne cache pas une certaine résignation? Est-ce que votre enthousiasme ne s'est pas émoussé? Je vous ai connu autrefois plus combative que cela, Kawala. Vous semblez avoir dans cette émission, vous avez l'impression d'une combativité qui a baissé? Pourquoi vous n'allez donc pas aux élections? On ne va pas aux élections parce qu'il faut faire la transition politique. Et le combat que nous avons choisi est nettement, je crois, plus sérieux. Celui d'amener les Camerounais sans violence, mais avec détermination, à se débarrasser de ce régime. Celui d'entrer dans une transition politique, comme l'ont fait les Burkinabés, comme l'ont fait les Tunisiens, où on va réécrire donc, la Constitution, où on va reformer, oui. Où on va reformer le système électoral. Redites-nous votre recette de l'alternance au Cameroun. 1. Oui. Les Camerounais se lèvent, se débarrassent du régime actuel, comme l'ont fait les Burkinabés, comme l'ont fait les Tunisiens. Première chose. Et on ne va pas s'épargner de ça. C'est tous les peuples pour s'affranchir doivent passer par cette étape. Nous, on la veut sans violence et on la veut avec la volonté du peuple. Deuxième chose, nous allons entrer dans une phase de dialogue national, de dialogue pour dire qui sommes-nous en tant que Camerounais? Comment est-ce qu'on construit notre identité à partir de notre histoire particulière? Comment on construit l'identité, être Douala et être francophone? Être Douala qui est un Sawa et être francophone. Être Bakweri qui est aussi un Sawa et être anglophone. Comment est-ce qu'on met tout ça ensemble? Comment est-ce qu'on doit avoir une discussion, un dialogue national pour parler de la guerre de l'indépendance tout au long de cette émission? Cette fébrilité autour d'Oumniobé, c'est parce que nous n'avons pas confronté cette période de notre histoire où le Cameroun a connu quelque part entre 150 000 et plus de 300 000 morts. Ça aussi, on a un pays où on n'en parle pas, on n'en discute pas. Est-ce que la volonté... Oui. S'il vous plaît, et parler du problème qui a fait irruption de la mise ensemble de deux États, un État anglophone, un État francophone. Comment est-ce que nous allons vraiment vivre ensemble? Ce travail n'a jamais été fait. Aujourd'hui, quand je regarde l'avenir du Cameroun, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on va vraiment avoir deux systèmes juridiques dans un pays pour notre avenir? Est-ce qu'on va vraiment avoir deux systèmes éducatifs pour un pays? Est-ce qu'on n'est pas capable de prendre le meilleur de ce qu'il y a du côté anglophone, qui, par défaut, est le système de choix, parce qu'on voit un nombre impressionnant de francophones qui envoient leurs enfants à l'école dans le système anglophone. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui nous plaît là-bas. Ouais. On doit construire ce système. Maintenant, après ça, on doit reformer les institutions. On doit réécrire notre constitution. La constitution du Cameroun aujourd'hui donne. On dit que M. Biya est un super président, mais la Constitution lui donne ses pouvoirs. L'Assemblée nationale du Cameroun, qui est supposée être le pouvoir qui contrôle l'exécutif, son agenda, selon la Constitution du Cameroun, est défini par l'exécutif. La séparation des pouvoirs n'est pas réelle.
dans notre Constitution. L'institution qu'on appelle Sénat aujourd'hui, qu'on ne sait pas à quoi ça sert pour les Camerounais, qui n'a aucune contribution, alors aucune, à notre gouvernance, à notre démocratie, etc. On va la garder. On va la reformer. On va l'éliminer. Voilà les questions fondamentales pour bâtir une nation, Oui. M. Tanier. On ne va pas reformer le système électoral. Oui. On n'a pas eu le temps de parler d'Elekam. Mais on voit bien que le CPP a raison, que nous n'avons pas en place un système électoral On vient de digne nommer de ce nom. de nouveaux directeurs. Non, écoutez, ce n'est pas, une question de chaise Juste une information musicale. pour nos téléspectateurs. Voilà, mais ce n'est pas une question de chaise musicale. Les problèmes fondamentaux restent. Avant-hier, on m'a apporté on m'a envoyé un message en me disant qu'un membre du Conseil constitutionnel a soutenu la candidature de M. Biya à l'élection présidentielle. Fouman Akam. Voilà. Sauf qu'il y a eu un communiqué du RDPC, pour être tout à fait, ça sont les faits, oui. un communiqué du RDPC pour dire que le nom de Jean Fouman Akam s'est glissé dans la liste de motions de soutien, enfin, par erreur. En réalité, c'était le nom du... Non, c'est la vérité. Monsieur Tanier, on ne peut pas se moquer de nous-mêmes comme un pays. Vous savez ce que c'est qu'un conseil constitutionnel dans un pays? Vous savez ce que c'est qu'un conseil constitutionnel? C'est l'une des institutions les plus respectées de la nation. Et pourquoi son nom s'est glissé? Parce que, sauf un, tous les membres du Conseil constitutionnel sont des membres du RDPC et l'étaient jusqu'à la veille de leur nomination. Tout comme les membres d'Elekam. En quelques mots, on ne peut pas continuer comme ça. En quelques mots, Kawala, le peuple que vous appelez à... Enfin, vous avez dit tout à l'heure que vous comptiez sur le peuple pour faire partie le régime actuel. Est-ce que cette volonté populaire ne peut pas aussi se manifester à travers les urnes? C'est vrai que vous dénoncez le système électoral qui, à votre avis, ne serait pas clair, mais s'il y a une masse critique de Camerounais qui vont voter, ça peut changer la donne. Et c'est là-dessus que les autres candidats comptent. Vous avez l'impression par les inscriptions que la masse là se fait? Parce il y a encore mais 2 mois qui restent pour les inscriptions. Vous n'avez pas travaillé à faire inscrire, à amener les gens à s'inscrire sur les listes électorales. Écoutez, moi j'estime que quand nous avons tort ou bien que nous avons appris des choses en cours de route, nous on n'a pas peur d'avouer. Oui, justement, parce que je rappelle que vous étiez candidate en 2011. Le CPP allait aux élections en 2013. Notre connaissance de tout l'état du système électoral vient de notre participation à l'élection. Et c'est pour ça que nous disons aujourd'hui, on ne peut plus. Je donne souvent cet exemple-là. Monsieur Tanier. Oui, madame. Si je vous demandais de venir jouer dans un tournoi de foot, je vous dis, voilà, il va y avoir un tournoi, vous avez une équipe, moi j'ai une équipe. On va jouer le tournoi en 2018. La première chose que vous allez me demander, attends, 2018, c'est une très longue année. Sur les 365 jours, on va jouer quel jour? Je vous dis, non, entraînez-vous, je peux appeler ça à tout moment, soyez prêts, tout simplement. Vous me demandez qui vend les billets pour entrer au stade. Je dis, j'ai un groupe de mes anciens joueurs là, c'est eux qui vendent les billets, qui contrôlent qui va entrer au stade. Vous êtes déjà un peu inquiet. Après, vous me demandez qui sera l'arbitre. J'ai dit, non, mais j'ai 3 anciens joueurs à moi, là, c'est eux les arbitres. C'est un peu caricatural. Hein. Ce n'est pas caricatural, monsieur. Caricatural, explique, où est la caricature? Non, où est la caricature? Il ne faut quand même pas dire que tous les membres de Elekam sont des militants du RDPC. Tous ont été, jusqu'à ce qu'on s'en plaint, et puis on a rajouté quelques-uns. La majorité reste les membres, là, ils ont la majorité. S'il faut voter, s'il faut prendre une décision là-bas, ça va être pris par le RDPC.
Le Conseil constitutionnel, pareil, au point où maintenant les membres, leurs noms se glissent dans les listes du RDPC. C'est une erreur de frappe. Monsieur C'est une erreur de frappe. Monsieur Tanier, honnêtement, on parle de ces choses et on rigole. Mais c'est ça, ce que nous décrivons là, qui nous ont amenés aux tueries dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'est ça, Il nous reste exactement ce que nous décrivons, 5 minutes qui amène les chefs Douala, et chaque fois qu'on voit une communauté, à se replier sur leur communautarisme, au lieu de se sentir comme appartenant à une entité nationale. Oui. Et aujourd'hui, cette nation est en danger. Il ne faut pas s'amuser avec des jeux d'élection. Il nous reste exactement 5 minutes pour finir cette émission. Je vais vous prier d'être très courte, madame. Alors, vous n'irez pas à la présidentielle. Est-ce qu'il y a quand même pas mal d'élections cette année, législatives et municipales? Là encore, le CPP dit niet. Ce n'est pas une décision de Mme Kawala. Oui, c'est une décision du CPP. Là encore, le CPP dit niet. On se plaint du système électoral et de la situation sécuritaire dans le pays. Est-ce que votre refus est valable également pour les autres élections? Est-ce que vous avez l'impression que ces deux raisons sont valables pour une élection et pas pour l'autre? Donc, vous n'irez pas aux législatives et municipales également. Alors, il y a quelques candidats qui, pour l'instant, restent déterminés. On a Joshua aussi, Akere Mouna, Cabral Libi, Maurice Kamto, Olivier Billier. Lequel est votre préféré de tous ces gens-là? Nous ne participons pas aux élections. Et nous ne jouons pas à des jeux. Vous ne soutiendrez personne? Nous ne participons pas à ces élections. Nous croyons en une transition politique. Et vous ne soutiendrez personne? Et nous ne sommes pas en train de faire un jeu politique. Nous sommes en discussion avec toutes les personnes que vous avez citées. Oui. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on peut faire ensemble. Très bien. Comment on peut travailler sur le système électoral? Comment est-ce qu'on peut travailler sur la crise anglophone ensemble? Voilà les questions fondamentales. Alors, et de toutes ces personnes-là, avec lequel de ces candidats les discussions sont assez intéressantes et avancées? Nous sommes en discussion avec pratiquement tous. Hein. Et c'est des discussions d'ensemble. Avec lequel c'est très avancé. Avec lequel c'est très avancé et très intéressant. Non, il n'y a pas un qui est plus avancé que les autres. C'est des discussions d'ensemble. J'ai compris que vous ne voulez pas répondre à cette question. C'est des discussions d'ensemble. Est-ce que vous ne sentez pas que vous risquez de passer à côté de l'histoire Kawala? Parce que 2018, on a l'impression que risque de ne pas être une année électorale comme toutes les autres. Hein. Je ne sais pas, pour qui regarde un peu l'histoire de ces élections, on a l'impression que 2018 ressemblera plus à 1992 qu'à 2011. Vous ne pensez pas? Hein? Le CPP travaille aujourd'hui sur la crise anglophone. Nous continuons à travailler sur la situation de Boko Haram dans le pays. Nous continuons à travailler à travers Stand Up for Cameroun sur les questions fondamentales de l'eau, de l'éducation, etc. Vous avez l'impression qu'on est à côté de la plaque quelque part? Donc pour vous, les élections, ce n'est pas prioritaire? On est sur les enjeux des Camerounais. On est sur les priorités du pays. Le pays, tel que nous la définissons, pas tel que M. Paul Biya l'a défini. Nous n'allons pas l'accompagner pour une autre mascarade. Déjà, le 20 mai, ça n'a pas très bien marché. 5 jours après, le pays, l'unité nationale est en lambeaux. Parlons justement on ne va pas continuer avec une autre mascarade. Parlons justement de Paul Biya, qui sera vraisemblablement candidat, si on s'en tient aux appels du peuple qui fleurissent un peu partout à travers la République. La dernière en date, c'est celle du Sud. On en a parlé tout à l'heure. Et l'ambassadeur des États-Unis a conseillé au président de la République de ne pas se représenter, de rentrer dans l'histoire après 36 ans de pouvoir. Comment avez-vous perçu ce conseil de l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun? Premièrement, je ne sais pas quel communiqué vous avez lu. Moi, je n'ai pas lu qu'il a demandé à Paul Biya de ne pas se présenter. Il lui a demandé de s'occuper de son héritage, de s'occuper de en anglais on dit ce qui laisse sous-entendre qu'il ne voudrait pas qu'il se représente. Non, moi je ne prête pas des mots à l'ambassadeur américain, mais je dis ceci, parce que j'ai vu les Camerounais parler de notre souveraineté nationale, il ne fallait pas.
Que veut dire souveraineté? Souveraineté veut dire que je suis capable de me gérer. Je suis capable de me gérer. Ce n'est pas ce qu'on fait. Veut dire que j'ai l'eau, j'ai l'électricité. Actuellement, vous savez, on ne regarde pas notre émission à Douala parce qu'il n'y a pas d'électricité. Ça veut dire que je n'ai pas des ordures dans mes rues, à chaque coin de rue. Ça veut dire que je suis capable de m'occuper de la santé de mes citoyens et de leur éducation. Il faut, en tant que Camerounais, que nous-mêmes nous prenions au sérieux. Les Américains ne vont pas venir. Parce que ce que moi j'ai perçu derrière cette excitation, en ce qui concerne la déclaration de l'ambassadeur, c'est une envie que des gens viennent d'ailleurs nous régler notre problème. Ça ne va pas se faire. Soit nous, on va régler le problème, soit on va vivre avec les choix que nous avons faits. Parce que c'est nous qui sommes en train de faire ces choix. Nous avons la possibilité, les Burkinabés, ce n'est pas la perfection. Hein. Oui. Ce n'est pas tous qui sont contents du président actuel, hein. Mais ils ont passé le cap. Ils ont passé le cap de la transition. Ils ont fait la transition. Aujourd'hui, ils sont un pays digne de ce nom. Merci. On en reste là, Kawala, juste le temps de vous présenter très rapidement la bibliographie de cette émission. On parlait de Elekam tout à l'heure, qui est un nouveau directeur général et un nouveau directeur général adjoint. Eh bien, le directeur général adjoint, c'est Abdoul Karimou. Il est l'auteur de ce livre, La pratique des élections au Cameroun, 1992-2007. Il vient d'être promu. Il était au ministère de l'administration territoriale. Il a été promu directeur général adjoint de Elekam. C'est un ouvrage assez intéressant qui présente le processus électoral au Cameroun de 1992 à 2007. Alors, vous avez beaucoup parlé d'histoire dans cette émission en rapport avec ce qui s'est passé à Douala, où la statue de Oumniobé a été saccagée, le chantier en tout cas. Ruben Oumniobé écrit sous le maquis avec une note introductive de Achille Mbembe, magnifique ouvrage qui permettra certainement à ceux qui vont le lire de mieux connaître Oumniobé pour ne pas nécessairement le confiner à une région ethnique. Il y a également cet ouvrage majeur, Cameroun, une guerre cachée aux origines de la France-Afrique, magnifique livre écrit par Thomas Deltombe, français, Jacob Tatitsa, un historien camerounais, et Manuel Domègue. Si vous pouvez lire ce livre, n'hésitez pas, c'est l'histoire de la décolonisation du Cameroun, et on a une meilleure idée de Ruben Oumniobé et bien d'autres personnes, Ernest Wandje, Osende Afana et tous les autres. Marthe Mounier. Voilà, on apprend que dans les livres, en tout cas, cela nous éviterait un certain nombre d'actes un peu... voilà. Et il y a également cet ouvrage, La guerre du Cameroun, c'est la version simplifiée de Cameroun. Beaucoup plus court, beaucoup plus dense également, avec quelques rajouts, je n'en dirai pas plus. Achetez-le, ce sont les mêmes auteurs, Jacob Tatissa, Thomas Deltombe et Manuel Domègue. Super livre avec une magnifique préface de Achille Mbembe. Je vous aurais lu un petit extrait s'il nous restait encore un peu de temps. Et ce classique, Richard Joseph, c'est un classique de l'histoire du Cameroun. Personne ne peut étudier l'histoire du Cameroun sans lire ce livre, je suis désolé. Le mouvement nationaliste au Cameroun, Richard Joseph, avec une préface de Jean-François Bayard. Et cet ouvrage, je l'ai adoré. Il est énorme, mais très intéressant. Discours politique de Abraham Sigoko Fossi. C'est un ouvrage qui rassemble les discours de Ruben Oumniobé. Vous y retrouverez le célèbre discours prononcé à la tribune des Nations Unies et plein d'autres discours prononcés par Ruben Oumniobé, et puis les actes de l'UPC. Super ouvrage paru chez l'Harmattan. En tout cas, on ne sort pas intact d'un ouvrage comme celui-ci. On se demande comment les gens ont fait pour avoir une telle lucidité ces années-là. Donc, je conseille vivement ces ouvrages à tous les Camerounais qui voudraient en savoir un peu plus sur notre histoire. Vous connaissez très bien cette émission?
Très bien. Vous venez en sachant que vous ne repartiriez pas sans... Ah, ben, très je vous bien. le donne pour Très, la très deuxième bien. fois. Ah, Ce sera le je vais deuxième. faire une collection Ben, finalement chez oui. moi. Merci beaucoup. Il y a des chances qu'on vous revoie d'ici avant la fin de l'année dans cette émission. Ce sera toujours avec le même plaisir. Merci. Merci C'était un d'être plaisir. venu, Kawala. Mesdames, Messieurs, c'était la grande interview. Sans son décor habituel, nous nous en excusons. Rendez-vous la semaine prochaine. Bonsoir.